Bonjour à toutes et à tous, je suis méga content de vous retrouver pour ce dernier Mac de la saison. La mémoire auditive, ça vous parle? Sans elle, on ne pourra associer aucun son à aucun objet, aucune voix à aucune personne. Excusez-moi, message. Imaginez si les sons du quotidien étaient complètement bouleversés, ça serait comme... L'Apocalypse! ton père qui prend la voix de ta mère, ou le camion de pompier dont la sirène balancerait du béni. Bref, vous avez compris le foutoir auditif que ce serait. Et encore, ça pourrait être plus sournois que ça. Depuis notre naissance, nous nous sommes habitués à entendre certains sons caractéristiques. Ces sons font entièrement partie de notre quotidien. Mais qu'en serait-il s'ils venaient à être modifiés du jour au lendemain? Jusqu'à quel point serions-nous surpris? Regardons ensemble l'effet produit sur Chloé, une personne comme tout le monde. Comme vous pouvez le voir, trop souvent dans les films, l'image prime sur le son. Ne laissons plus l'image prendre le dessus. ¡Guau! ¡Qué raro es esto! Bueno, ya hemos visto que el sonido es muy importante, tanto en producciones de cine como en otras producciones del vídeo. Qu'est-ce que tu fais?
Et j'ai fait le lancement du MediaMarkt en espagnol. Non, mais je vais m'en charger. Ah, ok. Bon. On a déjà vu que le son était très important au cinéma comme dans les productions vidéo. Je disais donc que la bande sonore a la capacité de modifier complètement le sens ou l'atmosphère des images. Mais le son suffit-il à raconter une histoire, à partager un concept ou des idées? Rentrons maintenant dans la clandestinité et vérifions par nous-mêmes. C'était plutôt chaud. Après cette malheureuse tentative, nous rentrons tranquillement chez nous pour découvrir quelques notions complexes sur le son. Vous en voulez plus? Nos collègues nous ont gracieusement offert un petit cours sur les subtilités du monde sonore. Attention tout de même, il est un petit peu original. Bonjour internaute, tu es malheureusement tombé sur la mauvaise vidéo, parce que dans celle-ci, tu vas apprendre des choses. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer au son. Roger, le son dans le cinéma. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 thèmes différents.
Dans le cinéma, les réalisateurs ajoutent souvent de la musique pour donner plus d'immersion et plus d'émotion au film. Par exemple, qu'est-ce que serait que Batman sans Zimmer? Ce serait comme le Coca sans bulle, ce serait fade et sans intérêt. Sauf quand on a la gastro. C'est pas faux. La musique dans les films est importée de deux manières différentes. Il y a la musique diégétique et la musique extra-diégétique. Et c'est quoi la différence entre les deux? Je vais t'expliquer. La différence est très simple. Une musique diégétique, c'est quand la source de la musique est présente à l'écran. Ici, l'internaute peut voir que c'est la guitare qui produit la musique. Si tu te barres avec et que tu continues à jouer, ça sera de la musique extra-diégétique. Merci Roger, c'est bon. Stop, stop! Le continuum sonore est l'enregistrement du bruit ambiant afin de combler les vides lors des changements de plan. Prenons par exemple la discussion entre deux personnes. T'as vu, Roger va faire une nouvelle vidéo. Celle sur la reproduction des avions unijambistes bicéphales. Ouais, apparemment il allait lui-même sur place. Il a eu de la chance, c'est super rare de les voir. Il a dû aller sur l'île de Pâques. Oh, j'aurais trop aimé être à sa place. Lors de ce premier dialogue, nous pouvons nous apercevoir que sur le changement de plan, nous entendons les à-coups du bruit ambiant dû à l'enregistrement sans continuum sonore. Repassons-nous maintenant le dialogue avec le continuum sonore. T'as vu, Roger va faire une nouvelle vidéo. Celle sur la reproduction des avions unijambistes bicéphales. Ouais, apparemment il allait lui-même sur place. Il a eu de la chance, c'est super rare de les voir. Il a dû aller sur l'île de Pâques. Oh, j'aurais trop aimé être à sa place. Ah bah voilà, c'est beaucoup plus fluide, il n'y a pas d'à-coups ni rien, ça c'est beau. Il existe deux types de masques, les masques positifs et les masques négatifs. Les masques positifs sont des bruits que nous ajoutons en plus sur la bande sonore pour en camoufler d'autres. Par exemple, nous avons actuellement Roger qui retravaille la vidéo enregistrée parce que je suis en train de l'insulter de p*** ça que je déteste. A l'inverse, le masque négatif est un bruit indésirable enregistré. Merci Roger pour ton intervention. A l'inverse, le masque négatif est un bruit indésirable enregistré pendant le tournage et qui malheureusement ne peut pas être enlevé en post-production, ce qui oblige souvent à retourner le plan. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous en avez beaucoup plus appris que Roger. Vous pouvez regarder notre vidéo suivante, qui est un reportage réalisé par Roger sur la reproduction des avions unijambistes bicéphales. Attention à l'atterrissage. Hein. Roger, jingle. Oh, Roger! Bah, ça a cassé. On va maintenant parler musique et jeux vidéo. Vous l'avez peut-être reconnu, c'était la musique de Tetris. Reprise de nombreuses fois, elle en a rendu fou plus d'un. Beaucoup moins abrutissante, vous avez peut-être déjà entendu celle-ci. C'est en effet l'un des thèmes de la saga Legend of Zelda qui a accompagné nombre de joueurs depuis le milieu des années 80. Ces bandes sonores ont dépassé le simple contexte de leurs jeux vidéo pour devenir de véritables références culturelles pour toute une génération. Au même titre qu'au cinéma, la musique et les effets sonores ont pris une importance majeure dans les productions vidéoludiques. Découvrons avec ce reportage comment le son a évolué dans ce domaine et gagné ses lettres de noblesse. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui afin de discuter de la musique dans les jeux vidéo et son évolution. Commençons par le commencement. Les premiers jeux vidéo étaient sur borne d'arcade, leur musique était codée dans le programme par les développeurs eux-mêmes. Retournons en 1972, Pong sort sur borne d'arcade. Ce jeu ne comptait que 3 sons différents, ce qui ne laisse pas vraiment de place pour la créativité. C'est pourtant avec ces quelques sons que les premières musiques apparaîtront. Les premières musiques étaient plutôt courtes. Comme pour Donkey Kong en 1981, où la musique était un thème de 5 secondes répété inlassablement au plus grand détriment des joueurs. Voici ce fameux thème. D'une mélodie douteuse, ces sons avaient pourtant l'avantage de donner plus de caractère et de personnalité au jeu. Ces mélodies étaient un moyen de faire la différence entre un grand succès et un échec commercial. Les technologies de l'époque ne permettaient pas de faire de grosses différences entre des jeux de même genre. Certaines mélodies font même partie du patrimoine génétique des gamers. Par exemple, la mélodie de Pac-Man.
D'un autre côté, les développeurs n'avaient pas encore l'intention d'introduire de grandes symphonies orchestrales dans leur jeu. Et les usagers jouaient surtout pour exploser de l'alien à grands coups de laser, leur baladeur vissé dans les oreilles. Avec l'arrivée des consoles 8 bits, les sons ont pu se développer. Fini les musiques codées par les développeurs, ils font désormais appel à de vrais compositeurs. Même si les musiques continuent d'être codées dans la cartouche, elles peuvent maintenant enfin durer plus d'une minute et diffèrent selon les niveaux. Par exemple, le thème que vous entendez devrait parler à beaucoup de monde. C'est le thème de Super Mario Bros, sorti en 1985. Tout aussi connu, le thème de The Legend of Zelda, sorti en 1987, tous deux sortis sur NES et ayant comme compositeur commun Koji Kondo. Final Fantasy, sorti lui aussi en 1987, et son célèbre thème Prélude, composé par Nobuo Uematsu, également sur NES. Devenant indispensables et pouvant enfin véhiculer toutes sortes d'émotions, les musiques de jeux vidéo commencèrent à être appréciées pour leur mélodie de qualité, hors de celle du jeu lui-même. Avançons un peu dans le temps pour nous retrouver dans la fin des années 80 avec l'arrivée des consoles 16 bits. Même si quelques thèmes de la Mega Drive sortent du lot, tels que celui de Sonic composé par Masato Nakamura, ou la bande-son de Street of Rage composée par Yuzo Koshiro, les compositions de cette console n'apportent pas vraiment de réelle évolution. La Super Nintendo par contre provoque un réel bond en avant grâce à une puce Sony qui permet des thèmes musicaux très développés pour l'époque. Quelques exemples avec les compositions de Koji Kondo pour Super Mario World en 1990 ou encore The Legend of Zelda A Link to the Past en 1991. Changement d'ambiance avec la musique de Super Castlevania 4 sur Super NES avec un thème composé par Masanori Adachi. Néanmoins, c'est un compositeur inconnu jusque-là, Hiroki Kikuta, qui aidera la musique de jeux vidéo à atteindre de nouveaux cieux avec la bande originale de Secret of Mana. Cette bande originale alliant titres envoûtants et morceaux hystériques, piano et percussions, larmes et sourires, était vraiment différente de ce à quoi ressemblait la musique de jeux vidéo jusque-là. Un nouveau palier artistique était franchi. Le véritable tournant de l'histoire du son dans les jeux vidéo arrive avec le format CD, et plus précisément avec l'arrivée des consoles 32 bits telles que la Saturn et la PlayStation, qui augmentent considérablement la qualité sonore des jeux, ainsi que le potentiel de créativité. Car contrairement au format 16 bits où les sons étaient directement implantés dans le code du jeu, le format CD permet de traiter de manière indépendante la musique et intégrer de véritables instruments. Le tout pouvait par la suite être intégré sur une piste audio et être lu au cours de la partie. A partir de là, les jeux obtiennent une qualité audio rivalisant avec l'industrie musicale, par exemple Ridge Racer sorti en 1994 sur PlayStation. Le CD du jeu pouvait être utilisé comme disque audio en le mettant dans une chaîne hi-fi, ce qui a permis à beaucoup de profiter de la bande-son du jeu composée par Shinji Hosoda. Ce nouveau format permet aux compositeurs d'exprimer pleinement leur talent. C'est le cas pour la mythique série des Final Fantasy, avec notamment Final Fantasy VII, sorti en 1997, dont les musiques atteignent des sommets, toujours grâce à Nobuo Uematsu. La grande capacité du format permet un large éventail de possibilités. L'utilisation d'instruments réels permet aux compositeurs de donner une ambiance caractéristique. C'est le cas pour Metal Gear Solid, sorti en 1998 sur PlayStation, qui nous immerge dans l'ambiance des plus grands films d'espionnage.
Le format CD n'est cependant pas la référence sur toutes les consoles à cette période. En effet, la Nintendo 64 reste sur le support cartouche et même si la qualité est moindre par rapport au CD, l'aptitude immersive des thèmes reste exceptionnelle de par le génie de musiciens tels que Koji Kondo, fidèle compositeur de Nintendo. Nous sommes maintenant dans les années 2000, là où l'évolution technologique a plutôt privilégié les graphismes par rapport au son, dû à une qualité sonore quasiment optimale atteinte avec l'arrivée du format CD. L'évolution notable est due à la démocratisation des jeux vidéo et son inspiration très marquée du milieu du cinéma. Comme on a déjà pu le voir avec Metal Gear Solid à la fin des années 90, les compositeurs vont commencer à s'inspirer des bandes originales des plus grands films pour leur création. Les développeurs se mettent donc à faire appel à des compositeurs déjà reconnus pour leur musique de film. Le thème musical que vous entendez a été composé par Harry Gregson Williams, qui a opéré sur le jeu Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, sorti en 2001 sur PS2, et sur les opus qui suivirent, ainsi que sur les films Armageddon, Rock et Spy Games. Les développeurs de Fable sortis en 2004 sur PC et Xbox ont fait appel à Danny Elfman, célèbre pour des compositions de films tels que L'étrange nouvelle de Monsieur Jack, Men in Black, Spider-Man ou Will Hunting. Du côté du petit écran, le compositeur de la série Battlestar Galactica, Bear McCreary, s'est occupé de la bande originale du jeu Capcom, Dark Void. Avec ce court voyage dans le temps, nous avons pu constater que la musique des jeux vidéo a subi une nette évolution, tout comme les graphismes, passant de 3 sons à une piste audio jouée par un orchestre entier. Et voilà, c'est fini pour cette saison. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette expérience sonore. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller consulter les articles et les dossiers sur le site de MediaMag. Ah, et j'oubliais, rendez-vous l'année prochaine avec la prochaine équipe de MediaMag.